Bonjour. Je vais traiter aujourd'hui toujours de l'aspect des conceptions architecturales, surtout aujourd'hui et spécifiquement ce qui concerne l'architecture paramétrique, mais un aspect essentiel qui détache justement la conception architecturale de toutes les autres conceptions design qu'on peut avoir. C'est l'aspect tectonique. Et je vous conseille de regarder une vidéo qui est le responsable, architecte responsable de l'agence Sarah Hadid. Je vais vous mettre la vidéo en description après. Et il a écrit un livre justement pour mettre en valeur cet aspect essentiel. C'est-à-dire que quand on conçoit, quand on conçoit un bâtiment, on les conçoit, on peut jouer avec des formes, analyser, voir, etc. Mais sans tenir compte de l'aspect tectonique, c'est-à-dire la matérialisation derrière avec la réalisation, il n'y a rien qui tient après. C'est l'essentiel, le point de départ, je l'avais mentionné déjà dans une autre vidéo précédente, c'est définir les leitmotifs. C'est-à-dire que les programmes, il y a un programme soit des stades, soit des, peu importe, des logements ou salles de conférence, peu importe. Et ces projets, ces programmes, va orienter déjà un leitmotiv, c'est-à-dire l'essentiel que vous voulez obtenir à niveau de votre conception. Hein. Nous, quand on commençait à la main, on avait des esquisses très légers des bases qui étaient le leitmotiv. Ces leitmotifs, on peut les remplacer bien évidemment aujourd'hui à l'aide des plein d'outils qu'on a à disposition pour pouvoir mieux prévoir les problèmes qu'on peut avoir avec une forme plus qu'une autre. Bref, on a une opportunité justement de pouvoir évoluer dans ce sens. Sans cet aspect de design virtuel, le design virtuel reste un non-sens. C'est-à-dire que notre objectif est d'arriver à un jumeau numérique. Les jumeaux numériques, ça veut dire que on rentre dans le virtuel pour obtenir les doubles de ce qui va être réalisé. C'est l'inverse de ce qu'on peut avoir dans les designs virtuels réalisés dans le cadre d'une visite dans les métaverses, où là, évidemment, l'objectif reste dans le virtuel. Nous, le virtuel n'est qu'un moyen pour pouvoir reproduire le plus possible tous les processus qui vont dès la conception à la réalisation et après, évidemment, à l'exploitation du bâtiment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas attacher, lier dès le départ cet aspect tectonique. Et c'est lui qui va guider en parallèle pour toutes nos analyses la matérialisation de notre projet, de l'œuvre, la réalisation de l'œuvre. Et je dis ici, cette interview qui c'est très intéressant et je vous conseille de lire. Sur YouTube, une chaîne qui s'appelle Architecture Paramétrique, PA. Et c'est l'architecte Patrick Schumacher de l'agence Sarah Hadid. Et il explicite justement les problèmes majeurs qu'on a dans tout ce qui est apprentissage de l'architecture. Et justement, je suis en train de pouvoir créer un module et partir avec d'autres experts dans d'autres domaines et ouvrir une espèce de laboratoire de l'histoire. Je crois que il va falloir qu'on travaille avec cette idée qu'ils font si bien dans l'équipe de Sarah Hadid, d'avoir un laboratoire en permanence de recherche qui nourrit la conception et c'est faire des allers-retours, c'est-à-dire de l'expérience
retenir les erreurs, l'essentiel, et des analyses et de la recherche, pouvoir innover et évoluer. Bien évidemment, aujourd'hui, on a tous les outils AI qui sont en parallèle, et ces outils, je vais pouvoir, justement, au départ, avec un programme, je vais pouvoir l'adapter à un environnement. Cet environnement, c'est le PLU local, avec les conditions physiques et les conditions spatiales, morphologiques, je dirais texture, couleur, matérialité. On a dans l'environnement déjà de quoi nourrir notre conception dès le départ. Avec toutes les, par exemple, aujourd'hui avec Forma, quand on a Autodesk, quand on commence dans un site en particulier, et on va pouvoir, ça a été le sujet d'une autre vidéo que j'ai produite précédemment aussi, et je vais pouvoir optimiser et analyser, et déjà, c'est-à-dire que la forme, ça va être anticipé par rapport à l'environnement. Et aussi bien par rapport à les meilleures orientations visuelles et les meilleures orientations en qualité thermique, acoustique, bon, tout ce qu'on peut avoir comme principe des bases pour la réalisation du projet. Je vais pouvoir faire un mixage avec toutes ces analyses et arriver à une optimisation déjà dès le départ de ce qui peut être la morphologie d'ensemble. Et cette opportunité qu'on a aujourd'hui, justement, et je reviens toujours à l'architecte Schumacher, et c'est parce que j'adhère 100% à ce qu'il dit, comment il traite la conception aujourd'hui en architecture. Et on a la possibilité justement de travailler avec des formes que précédemment on ne pouvait pas, parce qu'on ne pouvait pas les imaginer. Et c'est ça qui faisait, dans la plupart des cas, qu'on avait des réponses avec des prismes superposés, avec tout un aspect très cartésien de l'architecture, des boîtes empilées. Et c'était plutôt un problème de facilité, de rapidité de construction, d'économie, que des avantages par rapport au destinataire, c'est-à-dire la personne qui va habiter ou qui va transiter dans cet espace. Et justement, aujourd'hui, à l'inverse, on peut partir des aspirations, des souhaits des gens qui vont y habiter et des nouvelles formes déjà d'habiter les espaces, de les adapter aujourd'hui, parce qu'on ne vit pas aujourd'hui comme on vivait il y a une centaine d'années avant. C'est-à-dire que tout ça, on va pouvoir nourrir dès le départ dans la conception des façons de pouvoir travailler peut-être avec plus de courbes, de travailler d'une façon plus libre, sans créer des interférences, parce que je peux le contrôler. C'était quand on travaillait même avec la CAO, c'était un peu difficile disons, de pouvoir reconstruire cet espace au-delà d'une forme classique, traditionnelle. Et bon, les erreurs, c'est justement cette idée des simplifications qui était vue surtout pour des raisons économiques des constructions, a donné les résultats qu'on connaît de l'architecture des périphéries des banlieues des années 70, qu'aujourd'hui il faut démolir. Il faut tout démolir. C'est pour ça que nous, on a une énorme responsabilité, les architectes, parce qu'on est en train de concevoir pour demain. Et alors demain, il faut anticiper la façon aussi, la façon, mis à part l'économie d'énergie, mis à part les problèmes de CO2, c'est savoir concevoir avec
tous les éléments qui vont faire que notre vie va être plus adaptée et plus agréable aussi dans les espaces. Et c'est cet aspect qui dit si bien comment aussi l'architecte Schumacher, c'est-à-dire que cette idée de pouvoir copier la nature. Dans la nature, quand on a une feuille, la feuille tient et je n'ai pas besoin de faire des artifices pour qu'elle tienne. Elle tient parce que la forme elle-même, elle est constructible, elle est comme ça. Elle tient avec le vent, elle tient. C'est-à-dire que nous, avec la conception, il faut qu'on puisse évoluer de tout ce qui était rationnel et simplifié pour la construction à des formes qui vont être plus liées à des formes naturelles. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux de ça? Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre justement la rétroconception par rapport à un modèle qui est un modèle de référence de ce que je viens de dire, parce qu'il regroupe en même temps une forme, mais une morphologie qui est une morphologie complètement complice, je veux dire, de la réalisation, c'est-à-dire elle est attachée, cette forme, elle est née comme disons, un lien entre la conception et la construction et l'aspect tectonique de l'œuvre. Il faut savoir, vous avez à droite la représentation de cette boîte où vous avez la forme des paraboloïdes hyperboliques. Alors il faut savoir que la forme que vous voyez à droite, c'est une surface réglée. Pourquoi on dit réglée? Parce que c'est en géométrie descriptive, c'est-à-dire c'est à partir des droites, on peut arriver à faire les déplacements de la droite, arriver à reconstruire une courbe. Et caractérisée bien évidemment parce qu'elle est développée à partir des droites. Ceci permet de construire l'ensemble avec des droites. Les leitmotifs, si je reviens à ce que je disais précédemment, les leitmotifs qui a été l'élément déclencheur que cette forme s'est popularisée et là été adoptée, vous savez, aussi au GNIT, à la Défense. Bon, il y a plein d'exemples dans le monde. Et pourquoi? Parce qu'à partir d'un matériau, bon, au départ, c'était le béton, essentiellement le béton. À partir de ces matériaux, on va pouvoir construire une forme unique, une surface, afin de couvrir des espaces de grande portée, avec les moins d'appui possibles. Vous voyez que dans le cas de GNIT, vous avez 3 appuis. Et voilà, ça c'était l'avantage. Et obtenir évidemment une structure d'une épaisseur minime, les minimes pour que ça puisse tenir. Et bon, la matérialité est donnée avec des coques en béton conjuguées à la possibilité des coffrages simples grâce à la génération réglée. Il faut savoir que là, je vous présente, c'est le cas d'un mur. Et on parle toujours des toitures avec la forme de l'hyperbole parabolique. Voilà. Bon, et cette forme, c'est utilisé aussi, elle va pouvoir s'appliquer à la verticale. Là, il y a l'exemple d'un mur qui est aussi traité de cette façon. Et là, vous voyez comment cette forme, elle est générée. Sur AutoCAD, pour produire cette forme, on utilisait une option pour la 3D qui s'appelle surface gauche, où on reliait 4 courbes. Vous voyez que là, c'est le cas. Et suivant la coupe qu'on va le faire, on va obtenir soit des droites, soit des courbes. Et vous voyez aussi dans le squelette que je vous présente en haut,
comment, à partir des droites, justement, cette surface réglée va produire aussi des courbes. Les modèles de référence que je vais traiter en particulier aujourd'hui, pour l'exemple des paraboloïdes hyperboliques, c'est un exemple qui est, est connu dans le monde entier parce que ça a été les pionniers, et c'est l'architecte, les grands architectes Félix Candela, un architecte espagnol qui a exilé au Mexique après la guerre civile espagnole, et il commence là des réalisations avec l'utilisation justement de ces concepts des paraboloïdes hyperboliques. J'ai pris comme exemple, parce que je crois que là c'est vraiment un exemple très déjà c'est un monument classé, monument historique internationalement, mais en plus de ça, je les trouve très réussis à niveau de la conception globale. Hein. Il explique justement, et c'est très intéressant, les surfaces courbes sont toujours plus résistantes. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'elles vont tenir plus. C'est pourquoi les coquilles d'escargot se tordent, et c'est la raison pour laquelle les voitures sont assemblées à partir des tôles d'acier pliées. Vous voyez, là, il fait la synthèse. Il dit, voilà. Et vous avez les esquisses en bas, il y a une partie que vous me voyez moi et vous ne voyez pas, mais il a produit tout cet ensemble, ces restaurants, avec des courbes, des paraboloïdes hyperboliques qu'il a coupés dans des sens, et il a obtenu les 8 pétales de son restaurant. Ces paraboloïdes hyperboliques, il l'a utilisé aussi avec un aspect symbolique derrière. Nous, comme architectes, j'ai aussi présenté dans une vidéo précédente, on a toujours à traiter un aspect esthétique et symbolique. Hein? Et l'œuvre, il n'est pas là pour rester 2 jours. Donc, il faut les faire avec amour, et il faut les faire avec l'essence, c'est-à-dire le parfum, détecter les parfums qui peut résumer et donner cet esprit de l'ensemble. Lui, il a considéré que dans son œuvre, c'était la fleur de lotus. Et je pense que quand vous les voyez de tous les côtés, vous voyez cet aspect aussi symbolique qui a été réussi. Bon, là, vous voyez d'un côté la construction, comment elle a été faite. Vous voyez comment c'est presque avec des fourmis qui vont créer les tissages de la couverture. Et à droite, vous avez des images de l'intérieur. Et c'est l'intérieur qui donne tous ces vues parce qu'il y a d'un côté un lac que malheureusement maintenant il n'est plus un lac, mais à l'époque il a construit en années 57, et c'est une œuvre qui a tenu plein des problèmes climatiques. Hein. Donc voilà, là j'ai fait un saut sur mon logiciel de base. Qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude pour les autres exemples de rétroconception, j'ai commencé pour faire venir une image que je trouve sur Google. Toujours, j'insiste, des images et jamais des plans déjà développés. Parce que l'entraînement pour nous, c'est de pouvoir partir justement dans la rétroconception, je dis bien, de partir de ces images et arriver à l'aspect réalisme final avec les éclairages. C'est-à-dire que la rétroconception ne s'arrête pas juste à trouver les familles paramétriques et avoir les formules dont on a besoin, c'est-à-dire avoir les squelettes construits. Parce que l'œuvre, c'est un tout.
on ne peut pas les dissocier en plein de petits morceaux. Bon, là, j'ai inséré l'image et j'ai trouvé le rayon des bases pour les pétales et la toute hauteur, c'est la partie la plus haute, c'est un rayon de 21 mètres. Et vous voyez, ça c'est deux octogones, j'ai dessiné deux octogones, un octogone plus petit qui était lié à une hauteur intermédiaire et l'octogone plus important qui était lié à la forme par rapport à la hauteur maximale. À partir de là, j'ai dessiné des points de référence et qui sont milieu, 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 comme vous pouvez les voir. Et j'ai créé avec des splines, un point central aussi, et avec des splines que vous allez voir ici dans cette slide. Et vous voyez, j'ai relié avec des splines tous les contours et j'ai en même temps, j'ai les points centrales, je les fais basculer, je les fais déplacer, parce que là c'est la hauteur minimale à l'intérieur du restaurant. Donc, vous voyez, je l'ai appelé un paramètre que j'ai appelé hauteur centrale, c'est-à-dire c'est la hauteur minimale des bases. Et ensuite, avec cette hauteur de base, j'ai fixé l'hauteur de base. Et dans vous voyez, dans toutes les lignes qui relient la hauteur maximale et la hauteur de base, j'ai positionné un point avec la proportion justement de la longueur qui correspond à cette hauteur intermédiaire. Et ça donne ça. Et j'ai nommé hauteur A, je l'ai donné un nom. Vous voyez, et là, j'ai construit à nouveau, vous voyez, c'est assez simple, je pense, j'espère, de comprendre. J'ai relié avec des splines cette hauteur intermédiaire avec les points de référence et avec les points centraux aussi. Et là, vous avez les paramètres, c'est la hauteur, l'élévation par défaut, la hauteur centrale et la hauteur A. Voilà. Et dans cet ensemble des splines, j'ai créé une surface seulement avec les splines intermédiaires, la base et les points intermédiaires. De cette façon, j'ai récupéré la surface que vous allez pouvoir a posteriori voir et qui était la surface traitée avec un mur rideau après pour avoir la trame, les ménons et la transparence toutes les fenêtres du restaurant. Vous voyez là, qu'est-ce que je fais? Je fais la division de chaque surface pour avoir déjà une trame. Là, première chose, j'ai créé par rapport à la toiture une première partie de la toiture avec des lignes de référence et les splines. Et après, cette surface, en réalité là, c'est un volume que j'ai créé, ce n'était pas une surface, parce que je voulais donner une épaisseur et évidemment après les donner les matériaux qui correspondaient à cet édifice. Et en deuxième lieu, j'ai construit la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où vous voyez, il y a les deux autres splines avec reliés et aussi qui constituent une forme. Et cette forme, j'ai donné une épaisseur, la même épaisseur que pour la toiture précédente. Et j'ai précisé aussi dans les paramètres, des matériaux pour les deux en même temps. Alors, il faut savoir que quand on les construit de cette façon,
Peut-être il y a d'autres façons aussi de les construire. Moi, j'ai essayé de trouver l'astuce la plus simple, je veux dire, pour cette forme. Et en même temps, si vous voulez, vous ne pouvez pas faire une rotation, vous ne pouvez pas utiliser un réseau polaire, par exemple. Parce que comme chaque courbe, c'est une courbe de référence. Et donc, elle ne peut pas, elle est positionnée déjà dans l'espace. Donc, j'ai dû construire à chaque fois, chaque pétale, de la même façon, avec les murs rideaux pour les fenêtres, la toiture la plus importante, la deuxième toiture, et comme ça, continuer avec toute la forme. Voilà l'octogone avec les résultats. Et là, vous voyez, il y a les surfaces qui sont les surfaces vitrées et qui vont constituer aussi la trame pour les murs rideaux. Bon, là, bien, après, une fois que j'ai reconstruit l'ensemble, qu'est-ce que je fais? Je suis venue j'ai créé un nouveau projet, comme vous connaissez. Bon, créer un nouveau projet avec des paramètres spécifiques pour ces projets. J'ai reconstruit l'environnement immédiat par rapport aux données que j'avais aussi sur Internet. Vous voyez qu'il y a il y a de l'eau parce que c'est un lac au départ, et il y a tout un garde-corps qui file tout le long. Et après, il y a une surface végétale, il y a une surface... Bon, tout ça, j'ai essayé de les traiter avec les plus proches de ce que j'ai trouvé comme document, et j'ai fait venir, bon, comme d'habitude, les familles paramétriques, soit les plantes, soit... Bon, ça c'est... Je ne vais pas insister trop là-dedans. Voilà, là c'est une autre... J'ai construit... C'est toujours très important d'essayer d'avoir les perspectives qui se ressemblent aussi aux images, parce que c'est là que vous pouvez arriver à coordonner les aspects matérialité et réalisme à niveau des éclairages, à niveau de toutes les études. Et quand vous avez l'image nuit, par exemple, de votre bâtiment, et c'est ça, par exemple, quand j'ai présenté la coupole Richelieu, c'est pareil, c'est-à-dire que je suis partie des images qui donnaient l'ambiance, et à partir de là, je suis allée chercher les éclairages. Parce que les éclairages, c'est pas pour embellir mon rendu virtuel, les éclairages sont pour s'approcher aussi à l'utilisation de l'éclairage dans la réalité du bâtiment. Ça, c'est la rétroconception. C'est pour ça que j'insiste, la rétroconception, c'est un long chemin, c'est pas un petit chemin juste des familles et trouver formule et Dynamo, et puis voilà, malgré que Dynamo, c'est un outil très très important et nécessaire pour des formes très complexes, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas Dynamo qui va vous donner tous ces aspects-là. Ça, c'est les guides de la conception de l'architecte. Voilà, là c'est l'intérieur, l'espace intérieur. Et là, bon, il y a une image plus jour, une image plus nuit. Là, c'est une image directement monochrome. Parce que malheureusement, je n'ai pas trouvé, et c'est pour ça que je l'ai fait monochrome, je n'ai pas trouvé dans la matérialité des tables et tout ça, et pouvoir trouver la gaieté et l'ambiance de ces restaurants mexicains. C'est pour ça que je suis restée plus discrète cette fois-ci à niveau de la matière. Ça, c'est une image des nuits. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que mon souhait, ça serait de pouvoir vraiment faire des cours où on puisse traiter des objets, des modèles de référence comme c'est le cas ici pour ce type de modèles de référence historiques, hein,
mais les faire avec d'autres modèles aussi, et pourquoi pas dans l'innovation avec la construction derrière. Là, je lance un appel à tous ceux qui voudraient me rejoindre pour pouvoir travailler avec des experts, par exemple, structure, des experts, c'est mon rêve, hein, même des artistes, pourquoi pas, des designers, mais c'est-à-dire parce que les résultats, c'est, comme dit si bien aussi cet architecte des Saadides, c'est un travail d'équipe. Et l'équipe, et bien évidemment, il doit avoir un fil conducteur, et le fil conducteur, le fil rouge de tout l'ensemble, c'est l'architecte qui conçoit le projet. Et voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.